les preuves non constructives. Alors imaginez une énigme où l'on prouve qu'un trésor existe sans jamais dire où il est ni comment le trouver. C'est à peu près ça, les preuves non constructives. À l'opposé, les preuves constructives, elles nous donnent la carte au trésor. D'abord, je vous montre la preuve, telle que je l'ai trouvée sur une vidéo, je vous donnerai le lien. Et ensuite, je vais vous expliquer les sous-entendus mathématiques, peut-être que vous avez oublié certaines notions, pour bien comprendre ce que c'est une preuve non constructive, et puis parler un peu des enjeux philosophiques de cette notion, et je montrerai, pour finir, que Karl Popper pense que les preuves constructives permettent de démontrer, et les preuves non constructives permettent de réfuter en mathématiques, ce qui est très important pour que nos connaissances mathématiques progressent. Voici une preuve non constructive d'un théorème mathématique. Le théorème à prouver est: il existe deux nombres irrationnels, on va les appeler A et B, tels que A puissance B est rationnel. Alors prenons que A est égal à racine de 2 et que B est égal à racine de 2. Alors maintenant, il y a deux cas. Soit racine de 2 puissance racine de 2 est rationnelle, soit racine de 2 puissance racine de 2 n'est pas rationnelle. Si on envisage le cas 1, notre théorème est prouvé. Maintenant pour le cas 2. Alors nous sommes dans le deuxième cas. Racine de 2 puissance racine de 2 est irrationnelle. Alors je vais utiliser ça et vous allez voir, si je considère que A est un irrationnel et B est un irrationnel, racine de 2 puissance racine de 2, on vient de dire on le considère irrationnel, on ne sait pas pour l'instant. Alors A puissance B va devenir égal à racine de 2 puissance racine de 2, le tout à la puissance racine de 2. Et d'après les règles des puissances, on sait que A puissance B, dans ce cas, est égal à racine de 2 puissance racine de 2 fois racine de 2. Or, on sait que racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Hein. Donc, racine de 2 puissance 2. Ça, on sait que racine de 2 fois racine de 2 est égal à 2. Donc, je viens de prouver que A puissance B peut donner un nombre rationnel à partir de deux nombres irrationnels. Alors, vous êtes prêts ? Je vais vous donner des exemples des deux preuves. C'est super passionnant. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai vu une vidéo géniale qui explique ce concept de manière très claire. Et je vais vous mettre le lien dans mon descriptif de vidéo. Alors pourquoi ça vaut le coup de s'y intéresser? Les mathématiques prouvent des choses directement en construisant la solution étape par étape, comme si on assemblait un puzzle. Mais d'autres fois, on utilise ce qu'on appelle des méthodes indirectes. On prouve que quelque chose existe, mais en montrant que l'inverse n'est pas possible. A existe si je montre qu'il n'est pas possible que non A existe. Et c'est là qu'interviennent des règles logiques clés. Alors le premier, c'est le principe de non-contradiction. On ne peut pas dire qu'une chose est vraie et fausse en même temps. C'est logique, non? Sinon on arrête de parler, de discuter. Et ensuite, le deuxième principe, c'est le principe du tiers exclu. Soit c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est A, par exemple, il fait beau, soit la proposition c'est non A, il ne fait pas beau. Il n'y a pas de troisième solution, le tiers est exclu. Alors par exemple, si A est faux, si je dis il pleut et que c'est faux, alors non A, il ne pleut pas, est forcément vrai. Alors tous les mathématiciens adorent le premier principe, c'est certain, hein. Mais par contre, il y a certains mathématiciens comme les intuitionnistes, dont le représentant était Brouwer, considèrent que le tiers exclu n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'il pousse les mathématiciens à accepter des idées dont ils n'arrivent pas à montrer la réalité. Alors, ces idées folles, comme ils peuvent les appeler, sont l'infini actuel, l'existence des nombres impossibles à construire. Un nombre infini, on n'en a jamais construit un, mais Cantor a montré qu'il n'était pas possible qu'il n'existe pas. C'est par une preuve indirecte donc. Et ces preuves indirectes ont révolutionné les maths, avec des découvertes comme les théorèmes de Gödel, de Turing ou encore de Church. Une preuve constructive, la carte au trésor donc. Alors voici un théorème simple. Il existe deux nombres entiers positifs dont le produit est pair. Alors prenons par exemple A égale 5, ça c'est un entier positif,
et b égale 2, un autre entier positif. Alors, si on fait leur produit, ça fait 10, le nombre est pair. Donc, conclusion, on a trouvé deux entiers positifs dont le produit, 10, est pair. Cette preuve est constructive car on a donné des valeurs précises. On vous a montré où est le trésor. Alors maintenant, les critiques sur les preuves non constructives. Les preuves non constructives, bien qu'ingénieuses, ne plaisent pas à tout le monde. Les mathématiciens intuitionnistes comme Brouwer critiquent leur manque de concret. Ils préfèrent des preuves qui construisent explicitement les objets mathématiques, car les preuves non constructives reposent souvent sur le principe du tir exclu, qu'ils jugent trop abstrait. Par exemple, dire qu'un objet existe sans le montrer directement peut sembler insatisfaisant pour un intuitionniste. Mais ces débats rendent les maths encore plus fascinantes. Les preuves non constructives ont permis des avancées majeures, même si elles laissent parfois une pointe de mystère. Et comme disait Karl Popper, il faut utiliser les preuves constructives pour prouver, et les preuves non constructives, elles peuvent servir à réfuter. Quand on croit que quelque chose n'est pas possible, on peut utiliser des preuves non constructives pour montrer cette réalité. Quand quelqu'un nous dit par exemple « un nombre infini, ce n'est pas possible que ça existe », et bien Cantor a montré que c'était possible, grâce aux preuves non constructives. Dans la connaissance objective, nous trouvons deux références à cette idée. Alors à la page 450, on peut lire « Si vous voulez démontrer ou établir quelque chose, vous devez recourir à des moyens faibles. Mais si vous voulez démonter quelque chose, autrement dit le critiquer, vous avez le droit de recourir à des moyens forts. » Comme le signale Popper, la logique intuitionniste porte mal son nom, car on pourrait croire qu'ils utilisent une autre logique quand on parle de logique intuitionniste. Mais en fait, c'est la logique classique qui est plus restrictive. Ils vont utiliser moins de moyens logiques pour faire leurs preuves mathématiques. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ce que Popper trouve admirable, c'est de pouvoir démontrer un théorème avec des moyens plus faibles. Et on pourrait même en arriver à penser que l'intuitionnisme, la logique intuitionniste, est très profitable aux mathématiques, mais quand on a un débat critique plus général sur ce que sont les mathématiques ou autre chose, eh bien même l'intuitionniste devrait accepter la logique classique. Alors je vais terminer par ces questions. Est-ce que toute preuve non constructive est réductible à une preuve constructive? Puisqu'on a vu que parfois on avait des preuves non constructives et après on a trouvé des solutions. Peut-on montrer que certaines preuves non constructives ne pourront jamais être réductibles à une preuve constructive? Et puis une idée, c'est que les preuves non constructives seraient comme une sorte de lanterne pour nous faire voir plus loin, tandis que les preuves constructives seraient plutôt une façon d'avancer plus loin. On fait un pas en avant.